Bonjour à toutes et à tous. On va faire aujourd'hui l'avant-dernier CM pour géographie de la population, en se posant la question un peu population et migration, parce que forcément, quand on se pose des questions de population, il faut se poser la question des déplacements de ces populations, d'autant plus que ces migrations, elles ont une influence à la fois sur la densité des espaces, elles peuvent augmenter ou réduire la densité, en éloignant des gens, en amenant de nouveaux, mais aussi sur la structure démographique, l'âge, le sexe notamment. Donc, on va avoir un plan en 5 parties, c'est pas très commun, mais ça marche très bien ici, pour voir un peu où on en est des migrations, notamment internationales, les pays de destination de départ, les causes, en tout cas les modèles qui permettent de comprendre les causes, et les effets sur la structure démographique, pour terminer enfin sur les migrations. Un beau projet, souvent des parties assez courtes, comme vous voyez, il y en a beaucoup, mais c'est un vaste thème qui mériterait à lui seul un CM, donc voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, c'est normal si je parle pas de tout. Donc on va commencer par définir la migration. Qu'est-ce que c'est une migration? Qu'est-ce que ça veut dire migration? Une migration, c'est un changement durable d'espace de vie, tout simplement, d'après la définition de Thumrell en 1986. Une migration, c'est un type de mobilité, c'est donc différent d'un changement temporaire de résidence pour des raisons professionnelles ou universitaires. Donc ça exclut par exemple ce qu'on appelle les expatriés, les gens qui vont travailler dans un autre pays, ou les Erasmus par exemple. Donc c'est pas un changement temporaire. C'est pas du nomadisme non plus, et c'est pas un changement de résidence proche, sans modification de l'espace de vie et des liens sociaux. Donc c'est un changement durable d'espace de vie. Ça peut être une migration internationale ou une migration intérieure, qu'on appelle aussi migration résidentielle. Les migrations intérieures, elles correspondent à un changement durable de résidence à l'intérieur d'un même pays. L'exode rural, c'est un exemple de migration intérieure, par exemple. Une part de la population part des espaces ruraux pour s'installer dans des espaces urbains. Ça peut être également des migrations internationales qui se font d'un État à un autre État. Et ces migrations internationales, elles font l'objet de davantage de travaux de recherche et d'analyse. Donc on va vraiment se concentrer sur ces migrations internationales. S'il y a davantage de travaux, ça s'explique parce qu'un migrant qui change de pays change de statut juridique. Donc ça soulève des enjeux géopolitiques particuliers. Un migrant international, et cette définition est importante puisque ça va être notre objet d'étude le plus important, surtout la migration internationale. Si on la définit d'après le département de la population des Nations Unies, c'est une personne née à l'étranger, installée depuis au moins 1 an dans un autre pays que le sien. Voilà. Migrant international, c'est une personne née à l'étranger, installée depuis au moins 1 an dans un autre pays que le sien. Sur le vocabulaire, un petit rappel. Donc on a dit une migration, c'est un déplacement d'un individu dans l'espace, et il y a un enjeu, c'est émigration. Immigration, du point de vue du pays de départ, la migration est une émigration, une sortie, alors que du point de vue du pays de destination, il s'agit d'une immigration, d'une entrée. Voilà. C'est important parce qu'on va un peu jongler entre migration, qui est le terme général, c'est le déplacement, l'émigration, donc la sortie du territoire, et l'immigration, l'entrée du territoire. Les flux migratoires, ils s'étendent à l'échelle internationale, ça concerne le monde entier, mais il faut noter que la majorité ont lieu à l'intérieur d'une même région du monde, c'est-à-dire par exemple Amérique du Sud, Afrique, etc., parce qu'on constate une régionalisation des flux de migrants, c'est-à-dire de plus en plus, les flux se font à l'intérieur d'une même région, alors qu'avant, ils étaient plus, mondialisés. Je vais juste m'appuyer sur l'exemple du continent américain. Aujourd'hui, la plupart des migrants dans ce continent, ils viennent de ce même continent, alors qu'auparavant, c'était les migrations européennes qui constituaient l'essentiel de l'apport du continent américain. Donc il y a une régionalisation des flux. On voit aussi sur cette carte que la proportion de migrants dans l'ensemble de la population est plus élevée dans les pays à haut revenu.
Et enfin, je voulais noter, alors là ça apparaît pas sur la carte, qu'une partie des migrations sont des migrations de retour. C'est-à-dire que quelqu'un installé dans un autre pays que celui de sa naissance choisit d'y revenir. Il y aurait plein de choses à dire dessus, mais juste je veux dire que voilà, il y a aussi des migrations, donc quitter son pays, mais il y a aussi y revenir. On va maintenant chiffrer les migrations, c'est-à-dire donner un peu le contexte statistique. Donc on va se concentrer sur les migrants internationaux. En plus, c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur les migrants, on va dire résidentiels, parce que les États ne les comptabilisent pas toujours. Donc les migrants internationaux, les chiffres des Nations Unies en 2017 nous disent qu'on a 258 millions de personnes qui sont des migrants internationaux et que ça représente 3,4% de la population mondiale. 2017 donc, et on voit sur ce graphique que c'est une augmentation constante depuis les années 2000, une augmentation et en chiffre absolu et en proportion de la population mondiale. Si on regarde un peu, donc en haut à gauche, là, les grands groupes de migrants internationaux en fonction, on va dire, de la situation, les pays des Suds, qui sont les pays les plus développés, même si cette limite nord-sud est très critiquable, c'est encore beaucoup utilisé, les pays des Nord qui sont les plus développés, on peut voir comment ces grands groupes de migrants internationaux fonctionnent. On voit que les plus importantes migrations en nombre concernent les migrants qui vont d'un pays des Suds à un autre pays des Suds, de pays émergents ou en développement à un autre pays émergent ou développement. Là, ça représente presque 100 millions de personnes. Ensuite, la deuxième plus importante, c'est ceux qui partent d'un pays des Suds vers un pays des Nord. On a presque 90 millions, on est moins sur les autres. Parmi, donc on a dit, il y a 258 millions de migrants internationaux en 2017, la majorité vient d'Asie, très nettement, 106 millions, puis d'Europe, 60 millions, et ensuite d'Amérique latine et d'Afrique qui sont autour de 30-40 millions. Donc c'est vraiment l'Asie notamment, puis l'Europe, qui sont les deux grands bassins d'émigration, de sortie de départ, les plus importants. Alors, sur les chiffres, il faut aussi se poser la question des migrations illégales. Alors, logiquement, on n'a pas de chiffres précis, puisqu'elles ne sont pas comptabilisées, mais elles sont estimées, et elles représentent une faible proportion par rapport à l'ensemble des migrations. On estime qu'en prenant en compte la migration, on va dire, non déclarée, on passe de 3,4% de migrants internationaux dans la population mondiale, qui eux sont déclarés, à 4%. Donc il y aurait en gros 0,6% de la population mondiale qui serait des migrants sans papier, des migrants illégaux. Donc c'est assez peu élevé. Pourquoi? Très rapidement, il y a plusieurs raisons. Parce que ça coûte cher de migrer, ça entraîne des difficultés matérielles d'avoir une migration illégale, des faibles chances de succès aussi avec de nombreux obstacles, et puis ces obstacles qui conduisent à un risque mortel d'immigration illégale, donc finalement ça concerne une petite partie des migrants, ceux qui se retrouvent sans autre choix. Sur les chiffres, il faut noter que les statistiques elles peuvent être incomplètes, tous les pays ne gardent pas un compte précis des gens qui entrent et notamment des gens qui sortent du pays, et il faut aussi prendre en compte que comme on analyse à l'échelle internationale, donc à l'échelle des pays, il existe vraiment des biais sur l'analyse des chiffres des migrations. Et là, je vais prendre un exemple de ces biais, c'est la taille et la démographie des pays. Plus un pays est petit, plus il a de chances que la part d'immigrés dans sa population soit élevée. À l'inverse, plus un pays est grand et peuplé, plus cette proportion a de chances d'être faible. Pour rendre ça concret, je vais parler de la Chine. La Chine ne compte que 0,07% d'immigrés dans sa population, donc c'est très très peu. Pourtant, il y a vraiment des migrations internes de province chinoise à province chinoise qui sont nombreuses. Et quand on regarde la démographie de ces provinces chinoises, il y en a une dizaine qui a plus de 50 millions d'habitants, donc c'est quasiment l'équivalent de pays. Et puis les distances, vraiment, on peut dire que les migrations internes entre provinces en Chine sont équivalentes à des migrations de pays à pays en Europe. Donc ça donne une fausse impression d'une Chine où la population serait statique, ce qui n'est pas le cas. Et c'est lié à la taille et à la démographie du pays. Et enfin, la dernière chose à noter sur ces chiffres, c'est qu'il existe vraiment une variabilité forte des migrations en fonction de la conjoncture économique ou des crises géopolitiques. Donc, ces chiffres peuvent varier de manière importante. Voilà, ça c'était vraiment l'état des lieux pour faire un point. Et comme la partie d'après
est nettement plus longue, je vais faire une deuxième vidéo pour la partie d'après.